venus ce soir à cette conférence du Cercle national du coaching du Conservatoire national des arts et métiers. Il y a parmi vous des coachs, il y a des managers, il y a des RH, il y a des DG, il y a des étudiants, il y a beaucoup de professions représentées autour du monde de l'entreprise et des problématiques de l'entreprise. Alors évidemment, au début de chacune des conférences, avant de m'effacer, de laisser la parole aux conférenciers sur le thème qui est le nôtre, je me dois de présenter le Cercle national du coaching. À quoi sert notre cercle? Dit familièrement le Cercle national du coaching du Conservatoire. Et quel est son dynamisme aujourd'hui? Je dirais que le cercle est dynamique parce que, d'abord, il entend faire valoir des valeurs de rigueur et de sincérité dans le monde du coaching. Il y a beaucoup d'associations de coaching qui existent et le cercle souhaite réunir au-delà des coachs les managers et tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent au monde de l'entreprise. La vocation de notre cercle, c'est de permettre les échanges et la réflexion autour de la question du coaching et plus largement autour des problématiques de l'entreprise liées au management humain. Ce que nous appelons, les membres du cercle, un laboratoire des idées, eh bien, se retrouvent régulièrement dans des conférences, 4 par an, et dans des dîners-débats qui se font à l'extérieur du conservatoire. Pour celles et ceux qui souhaitent regarder un peu notre activité passée, je vous invite à aller sur notre site internet. Vous avez les renseignements, la documentation qui est à l'entrée auprès de notre secrétaire Olivier Tillier. Je vous invite également à prendre contact avec Angelique Delblond, notre vice-présidente, pour ceux qui souhaitent nous rencontrer. Je vais rapidement vous présenter nos projets pour 2013, en quelque sorte en avant-première, puisqu'ils ne sont pas encore présents sur le site. Pour 2013, on a une ambition au cercle, c'est de produire une charte éthique dans le coaching. Pour cela, nous avons actionné notre comité scientifique avec un enseignant-chercheur et coach qui, Christophe Van der Noot, pour ne pas le nommer, qui va conduire ce comité scientifique et nous allons élaborer une charte éthique au printemps 2013 que nous proposerons aux uns et aux autres. Les prochaines conférences, je vous invite à suivre celle du mois de décembre, qui aura lieu le 4 décembre, sur un thème qui est le management du risque, ou ce que j'appellerais le risque coaching. Et puis, en janvier, un dîner-débat qui aura lieu au Sénat sur, évidemment, préservation. Et la thématique ici, que je vous donne, c'est des relations humaines aux ressources humaines, mobilisation, démobilisation dans l'entreprise, des personnels dans l'entreprise. Vous avez compris de quoi il s'agit. Il s'agit de toute cette évolution des services RH depuis les années 60 et des problématiques qui tournent autour de la mobilisation et du sens au travail. Et puis, nous allons continuer, conférence sur le coaching des élus, conférence plus tard sur la génération Y, conférence plus tard sur la réforme de l'État, de l'administration centrale, et évidemment ici nous sommes dans l'accompagnement des personnels et le coaching. Voilà, pour ne donner que quelques éléments qui font partie de notre programme 2013. Mais je vais à présent
présenter nos invités de ce soir, je vous remercie. Nous avons deux moments dans la soirée. Un premier moment autour d'un coaching interne dans une grande entreprise, et puis du coaching dans une fonction, une posture, dans une PME. Nous allons voir ça en deuxième partie. Alors, le coaching interne dans une grande entreprise. Je vais présenter M. Desrochers et je laisserai ensuite la place pour avoir une plus grande facilité de communication. M. Desrochers est directeur du cabinet Towers Watson à Paris. 25 ans d'expérience dans le conseil en rémunération, avantages sociaux et gestion des risques auprès de grands groupes internationaux. Il va évoquer avec vous le coaching interne. Il a sollicité Marion Marchal pour justement faire le coaching interne dans l'entreprise. Je vais lui laisser le plateau pour qu'il nous présente ses motivations, pourquoi cette volonté, qu'est-ce que cela a pu apporter à l'entreprise, en quoi cela mobilise et favorise les différents acteurs de l'entreprise. Alors, merci au CERF de m'accueillir pour ce témoignage. Je rajouterai à la présentation qui a été faite que ça fait 20 ans maintenant que je suis en France, je suis canadien de naissance. Et donc, malgré mes 20 ans ici, je reste un humble observateur de la culture d'entreprise en France, qui est très différente de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Et ça aura un impact, ça sera peut-être une question ensuite, parce que vous avez parlé d'échanges et de réflexion, sur le coaching interne dans une culture d'entreprise à la française par rapport à une culture anglo-saxonne. Je crois que ma vision en tout cas, c'est que c'est peut-être un petit peu plus difficile ici, mais j'attends vos réflexions. Donc effectivement, Towers Watson est un grand cabinet international avec beaucoup de contraintes en termes de fonctionnement. Le bureau de Paris, on est à peu près 180 collaborateurs. Et donc, malgré la petite taille de notre équipe, nous devons fonctionner avec les paramètres d'une grande entreprise. Towers Watson est le résultat d'une fusion entre deux cabinets, Towers Perrin et Watson Wyatt. La fusion a eu lieu en 2010. Et à l'époque, on avait fait une enquête d'opinion pour savoir qu'est-ce qui se passait, etc. Et en 2012, on a refait une enquête d'opinion. Donc, nous sommes dans un contexte de fusion. Comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est un contexte où les gens sont inquiets. Il peut y avoir un risque de démotivation. Les valeurs sont changées. On est passé du jour au lendemain d'une entreprise de 7000 salariés à travers le monde à 14 000. Donc, on a doublé du jour au lendemain. Donc, là, ça aussi, ça a beaucoup d'impact. Les gens sont partis, des nouveaux sont arrivés, donc beaucoup de questionnements, et c'est dans ce contexte-là où on a fait l'enquête d'opinion. Et j'ai soulevé quatre utilisations que j'ai faites du coaching interne. Ensuite, Marion, ça serait intéressant si tu complètes ce que je vais dire. Donc, la première, c'est effectivement, au travers de l'enquête d'opinion, donc vous savez, c'est un questionnaire qu'on envoie aux salariés, etc. Et ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est d'avoir la perception du vécu, donc d'avoir aussi des focus groups. Et donc, à l'époque, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse animer ces discussions. Donc, avant tout, un bon animateur, quelqu'un qui est à l'écoute, donc qui sache écouter. Quelqu'un aussi, je crois que c'est un des grands avantages du coaching interne, quelqu'un qui est des nôtres, c'est-à-dire quelqu'un qui partage aussi nos difficultés, le contexte actuel, et donc qui peut comprendre les salariés dans
et qui connaît aussi ce vers quoi on veut tendre. Et donc j'ai demandé à Marion d'animer ces sessions, et ensuite de faire une restitution à l'ensemble des groupes, mais aussi de travailler après sur quels sont les grands axes de travail pour nous. Donc ça a été un premier, je dirais, une première utilisation d'un coaching interne. Ce n'était pas une utilisation typique d'un coach interne, mais ça a quand même été très utile et je crois que ça faisait appel à des habilités de coach. Animer des discussions comme ça, créer une ambiance de confiance pour que les gens vraiment puissent exprimer exactement ce qu'ils pensent. Et donc ça aussi c'est une caractéristique, j'imagine, des coachs. Généralement, peut-être qu'on parle un peu plus là-dessus. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Effectivement, on a eu de bons résultats en termes d'observations qui ont été relevées. Je crois qu'on a vraiment eu le vrai sentiment d'inquiétude qu'on avait et on a pu identifier vraiment les bons axes de développement, ce qu'on n'aurait probablement pas été capable de faire si on n'avait pas eu un bon animateur lors de ces sessions. À l'issue de cet exercice de focus group, on ne voulait pas en arrêter là et je voulais continuer dans cet échange. Et donc, on a offert aux salariés une disponibilité à un coach interne. Et donc, c'était pas prescriptif, hein, c'était, voilà, vous avez à disposition Marion. Si vous avez des soucis particuliers, soit avec votre manager, par exemple, soit des difficultés personnelles, tout simplement, vous avez Marion. Le manager n'est pas impliqué dans ces discussions, donc ça c'est un point très important. Donc c'est complètement confidentiel, et ça peut être professionnel et personnel. Et pourquoi c'est important du point de vue de l'entreprise? C'est que, évidemment, les problèmes personnels ont un impact sur la productivité des salariés et donc aussi sur leur état d'esprit. Et donc, nous opérons dans le conseil, c'est un métier qui est vraiment très difficile, beaucoup de stress. Et donc, si en plus on a le stress de situation personnelle, et qu'on ne peut pas en parler à quelqu'un d'indépendant, ça pèse ensuite sur la performance des salariés. Donc on a eu cette offre-là qui a aussi bien fonctionné. Les gens ont pris avantage de cette disponibilité. Mais là, après, ça serait peut-être aussi ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact du coaching dans ce contexte? Et ça, c'est difficile, de mon point de vue. Mais je n'ai pas de doute qu'au niveau global, qu'il y a un aspect positif. Troisième cas, c'est là où on a demandé à un salarié d'avoir l'aide d'un coach. Donc on a un cas en particulier en situation de leadership. Et ce qui se passe, c'est qu'on forme très bien les gens au niveau technique sur comment faire les bons calculs, les bonnes recommandations. Mais je me suis rendu compte qu'on forme assez peu les gens sur les aspects humains du leadership. Comment est-ce que, maintenant je suis leader, comment est-ce que je motive? Comment est-ce que je fais en sorte que les gens veuillent me suivre? Comment est-ce que j'ai les salariés qui non seulement savent quels sont leurs objectifs, mais qui sont aussi engagés au niveau affectif? Dans le cadre de nos interventions auprès des clients, nous avons des enquêtes de clients, des enquêtes salariales, etc. Et systématiquement, on se rend compte que les sociétés qui sont les plus performantes sont celles qui réussissent à engager leurs salariés, mais au niveau, pas au niveau objectif intellectuel, mais au niveau, encore une fois, affectif. Et c'est cet aspect-là qui est difficile à gérer. Ça ne se décrète pas comme ça tout d'un coup que vous allez être émotivement attaché à votre entreprise. C'est un climat qu'on doit créer. Et ça fait partie d'un rôle de leader, mais qu'on n'accompagne pas beaucoup là-dessus. Et donc, c'est une réflexion aussi globale. J'en parlerai lors de mon quatrième point. Et dans ce cas précis, on voulait
on comptait beaucoup sur ce leader dans une situation difficile et on sentait que du point de vue comportemental, il avait besoin d'un accompagnement. Et là aussi, l'avantage, on avait le choix entre un coaching interne ou un coaching externe. Et le coaching interne, c'est qu'il est non évasif. Je ne sais pas si c'est un terme en français, mais voilà, c'est pas quelqu'un de l'extérieur tout d'un coup qui vient et à qui il faut expliquer tout ce qui se passe. On a quelqu'un en interne qui comprend l'entreprise et surtout dans ce cas-là aussi qui peut guider le leader en disant ben, voici ce qu'on attend de toi, parce que voici les valeurs de l'entreprise, voici ce que devrait être un leader au sein de l'organisation. Et donc cette personne peut orienter, être beaucoup plus efficace dans les discussions autour des problématiques de leadership de la personne. Donc, je n'ai pas accès au contenu des entretiens, c'est très bien. Le salarié le sait aussi. Donc cet aspect de déontologie est extrêmement important, qui est la confiance. Mais le salarié sait aussi que la personne, donc le coach interne, connaît bien l'entreprise et donc il ne peut pas non plus dire n'importe quoi sur ce qu'on attend de lui. Donc ça c'est très, je crois que le dialogue est donc plus efficace parce qu'il y a du répondant. Il y a une écoute évidemment active, mais j'imagine qu'il y a aussi le coach interne représente dans un certain sens ce qu'on attend de la personne. Donc ça c'est très important. Je crois aussi que le coaching interne dédramatise l'appel à coaching. C'est pas comme si on embauchait quelqu'un d'externe et qu'on disait bon, tu dois aller voir cette personne. Je crois que ça fonctionne mieux aussi de ce côté-là. Bon, il y a aussi des impératifs, c'est-à-dire que s'il y a une situation de conflit trop importante, on ne peut pas faire appel à un coach interne. Donc, s'il y a une relation professionnelle trop forte, trop proche, on ne peut pas aussi, Marion par exemple, ne pourrait pas coacher ses collègues immédiats. Donc là, il y a du coaching interne. Bon, ça fait presque un an, je crois, que le coaching a eu lieu. Et on a vu un changement dans le comportement de l'individu. Mais c'est un travail à moyen et à long terme. Donc ça, c'est un aspect. Le dernier aspect, et on en a parlé récemment, c'est, et là aussi, je serais intéressé à voir vos échanges et vos réflexions là-dessus, c'est que j'aimerais aller au-delà maintenant et de formaliser un peu plus le rôle du coach interne. C'est-à-dire vraiment de rendre plus visible ce rôle. Je crois que ce rôle peut être associé au management. Mais la question est comment est-ce que je situe le coach interne dans une équipe de management tout en gardant les dépendances nécessaires et la confiance aussi nécessaire de ceux qui seront coachés dans cet exercice de coaching. Mais en fait, mon objectif derrière, c'est, un peu comme je vous disais tout à l'heure, c'est de reconnaître qu'il y a un élément d'émotion à gérer, qu'on ne gère pas bien au travers d'objectifs chiffrés et qui est probablement plus facile et plus efficace à mettre en œuvre avec des échanges de l'ordre humain. Et j'aimerais officialiser ce message au travers justement de coaching interne. Donc je reviens à ma discussion de départ. Mon sentiment, c'est que malheureusement en France, la culture d'entreprise tend à être assez conflictuelle. C'est-à-dire qu'on a un a priori, c'est-à-dire que les salariés doivent nécessairement se méfier du management et vice-versa. Alors que dans peut-être les pays anglo-saxons, l'a priori est moins négatif. Il y a un échange un peu plus sans trop d'arrière-pensée au départ, et il y a un acquis de confiance de départ du management de la part des salariés qu'on attend en France. Et j'en suis là au niveau du débat. C'est-à-dire que si on positionne le coaching interne comme un outil de management, et je crois que ça doit être un outil de management, comment est-ce qu'on gère cette perception et ce défi
qui peut se développer, de dire oui, en fait, mon coach interne, il est, voilà ce que je vais dire, va être ensuite remonté au management, et donc c'est un outil qui ne sera pas peut-être évalué à sa juste valeur. Donc on en est là en termes de réflexion. Je remercie M. Rocher. En d'autres termes, vous posez la question, le coach interne, c'est un nouveau métier dans l'entreprise. Est-ce que ça fait école d'abord dans les entreprises et le rôle est à définir aujourd'hui. Comment le définir? C'est la question de poser. Quel lien entre le coaching et le management? Peut-être Marion va nous en dire plus, nous livrer son expérience. Alors, je vais présenter Marion. Alors, Marion Marchal est consultante en ressources humaines au sein de ce cabinet, Towers Watson, depuis une douzaine d'années. Elle est spécialiste de la communication et de l'accompagnement du changement, la conduite du changement. Je ne ferai pas de publicité volontairement, mais je dis, elle est formée et il n'y a pas de problème pour nous au sein du coaching. Elle a été formée chez Mosaïque International. Elle accompagne donc les équipes